Sur FLP Radio, on retrouve Star Sun Magazine, le magazine People de la Côte d'Azur. Écoutez votre interview, c'est à vous. Et aujourd'hui avec nous sur Stars Sun Magazine et FLP Radio, Madame Laurence Strastour-Isnard, bonjour. Bonjour, merci de m'accueillir. Merci à vous, c'est un plaisir. Donc vous êtes députée dans la 6e circonscription des Alpes-Maritimes. Vous êtes membre de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées. Vous êtes conseillère municipale de Cannes-sur-Mer et également vous avez été adjointe au maire. Donc merci beaucoup d'être avec nous sur Stars Sun Magazine et FLP Radio. Alors tout d'abord, nous allons débuter notre interview par votre parcours. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est-il et à partir de quel moment vous êtes dit « je veux être députée » ? Oh, députée, c'est venu bien après. Alors, je vais vous raconter mon parcours. Effectivement, je me suis engagée, sur la commune de Cannes-sur-Mer très jeune, puisque j'avais 25 ans. Mère de famille, déjà 25 ans avec 2 enfants. J'ai rencontré le maire pour lui faire des propositions pour améliorer les structures petite enfance de la commune. Et puis, en discutant avec lui, il m'a proposé ensuite de faire partie de sa liste municipale, puisqu'il trouvait que j'avais des idées intéressantes sur la petite enfance. Et donc, à 25 ans, en 98, je me suis retrouvée conseillère municipale déléguée à la petite enfance. Et là, j'ai œuvré dans ce domaine pendant 20 ans, avec la création de nombreuses structures petite enfance sur Cannes-sur-Mer, la mise en place de structures intergénérationnelles, la mise en place de l'accueil et du soutien à la parentalité, tout ce qui pouvait être, mis en place pour l'ensemble des familles cagnoises, également la rénovation de tous les jardins d'enfants. Voilà, j'ai essayé de rendre la vie agréable pour les jeunes enfants et leurs parents à Cannes-sur-Mer. Donc vous êtes tombée très tôt dans le milieu politique. Tout à fait. Et puis ensuite, là, j'ai été conseillère métropolitaine. Et puis, je suis partie pour les élections régionales avec Christian Estrosi, où j'ai été élue conseillère régionale. Là, je me suis plus engagée sur tout ce qui est formation professionnelle continue, puisque dans le cadre de mon engagement politique, j'ai moi-même repris des études, donc c'était quelque chose sur lequel j'étais sensible, puisqu'on apprend toute sa vie et il est important lorsqu'on a envie de changer de carrière professionnelle, de pouvoir reprendre des études, de pouvoir à nouveau s'épanouir dans une nouvelle profession. Donc j'ai pu travailler sur ces sujets au conseil régional. Et puis lorsque Lionel Lucas n'a pas souhaité se représenter comme député puisqu'il souhaitait rester maire de Villeneuve-Loubet, sa commune auquel il est si attaché et pour laquelle il fait un travail remarquable, et il m'a proposé de me présenter comme députée et d'être mon suppléant. Et c'est comme ça que je suis partie dans cette aventure, puisque c'était quelque chose que je connaissais, mais qui était loin. J'étais loin de penser que j'allais me retrouver députée, en fait. C'est pas quelque chose que j'avais prévu. Voilà. Et ça a été un challenge pour moi et c'est vrai que j'ai été très très bien accompagnée, que ce soit par Lionel Lucas, par Louis Nègre pendant toute la campagne et puis par la suite par rapport à leur expérience. Et ils m'apportent tous les deux énormément d'informations, de soutien et d'aide pour réaliser au mieux ce mandat. Et justement, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi consiste le fait d'être député et quels sont concrètement vos fonctions et votre rôle ? Alors, il y a 2 rôles qui sont, différents mais complémentaires. Il y a un rôle sur la circonscription qui est d'être à l'écoute avant tout du citoyen pour prendre toutes les préoccupations que peut avoir le citoyen, les difficultés qu'il peut rencontrer et pouvoir les aider également par des interventions. Et malheureusement, grâce aux difficultés que je peux voir autour de moi et aux demandes que j'ai, cela me permet d'avancer et de travailler à l'Assemblée nationale sur des propositions de loi, sur des questions écrites au gouvernement, sur des amendements lors des différents projets de loi pour faire évoluer la loi et pour, faciliter au quotidien la vie des citoyens. Très et favoriser
tout ce qui est l'économie, les difficultés sociales, voilà, avoir un rôle d'accompagnement. Du coup, qu'est-ce qui vous plaît le plus, on va dire, dans cette fonction ? Être une élue de proximité, être au contact avec le citoyen et pouvoir permettre de faire évoluer les choses. Faire évoluer les choses, c'est pas facile. Donc, j'allais dire que ce qui me plaît le plus, c'est vraiment le contact du citoyen et pouvoir être à l'écoute et pouvoir essayer d'aider, même si on n'y arrive pas tout le temps. Mais chaque petite victoire est une source pour moi, je dirais, d'avancer, d'un combat au quotidien, mais qui est en même temps enrichissant personnellement. D'accord. Donc, si on parle du pays aujourd'hui, donc on a vu que malheureusement le pays est touché par une crise sanitaire et économique sans précédent. Vous-même, vous avez été touché du coup par le Covid-19. Aujourd'hui, la région PACA passe également en rouge, en tout cas sur le nombre de contaminés par malade. Comment vous vous sentez déjà aujourd'hui et est-ce que vous pouvez nous dire les symptômes que vous avez eus ? Oui, donc moi j'ai été malade à partir du 22 mars, 21-22 mars. J'ai commencé à avoir des symptômes comme des symptômes d'une grippe. Donc j'ai été testée le 24 mars et donc là j'ai été positif à la Covid-19. Les symptômes, j'ai d'abord eu comme une grippe et puis ensuite j'ai eu beaucoup de problèmes digestifs, intestinaux qui ont duré, je dirais, très longtemps et qui m'ont fait perdre 6 kilos. Avec de la fièvre, avec aussi des problèmes respiratoires, mais j'allais dire très modérés par rapport à ce qu'on a pu entendre pour d'autres personnes. Également des violentes céphalées, une fatigue générale très très importante. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je garde une fatigue qui reste latente et qui est très importante. Il y a des jours où ça va aller et puis des jours où je vais avoir une fatigue générale importante, où je vais avoir encore des migraines. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut faire attention. Si je peux aujourd'hui envoyer un message à la population, c'est soyez prudents. Je vois trop de gens sans masque, trop de personnes qui ne sont pas prudentes. Des personnes d'un certain âge qui font leurs courses sans se protéger. Je pense qu'il faut être très prudent, ça peut toucher tout le monde, j'allais dire même les plus jeunes. Et j'allais dire pour les plus jeunes, quelquefois c'est difficile aussi de remonter la pente. Lorsqu'on regarde les témoignages des personnes qui font des symptômes au long cours, ce sont souvent des jeunes qui sont très actifs et qui ressentent aujourd'hui une grande fatigue et qui ont beaucoup de mal à reprendre une activité professionnelle. Et donc, justement, même si on n'est pas touché. Pardon. Oui, excusez-moi, non, j'allais rebondir justement sur la jeunesse. J'allais vous demander, est-ce que selon vous, vous avez l'impression que cette jeunesse soit justement insouciante face au virus ? Je pense que effectivement, il y a une insouciance. J'allais dire moi-même, je pense que j'ai minimisé au départ l'impact que pouvait avoir ce virus au début. Après, il y a eu une mauvaise information dès le départ parce que l'information qu'on a eue au départ, c'est une grippette. Donc, il faut faire attention lorsque on a plus de 65 ans. Donc, je comprends aussi que les messages qui ont été, les signaux qui ont été envoyés au départ peuvent interférer avec les signaux qu'on envoie aujourd'hui où on dit faites attention. C'est vrai que les jeunes ont tendance à minimiser. C'est pour ça qu'il faut vraiment redoubler de vigilance, avoir une information complète, expliquer que le virus peut toucher tout le monde et qu'il peut perdurer dans le temps beaucoup plus que ce qu'on ne le pense. C'est pas 15 jours de maladie, mais ça peut durer 4-5 mois et souvent ce sont les plus jeunes qui sont touchés sur du long cours. Qu'est-ce que vous pensez en fait de l'état du pays ? Est-ce que vous pensez que tout est entrepris pour protéger la population et que la santé soit réellement la priorité face à l'économie ? Malheureusement, la santé n'a pas été la priorité face à l'économie, je trouve que le gouvernement n'a pas anticipé suffisamment la crise sanitaire que nous avons vécue. J'espère que la leçon va permettre aujourd'hui d'être plus prudent. Je pense que par exemple attendre le 1er août pour rendre obligatoire
Le masque dans les lieux clos, c'est une aberration. Il aurait fallu rendre le masque obligatoire dans les lieux clos dès la sortie du confinement pour éviter justement une seconde vague. On voit que dans les Alpes-Maritimes, on est en rouge aujourd'hui. Est-ce qu'on n'aurait pas pu l'éviter? Est-ce qu'il fallait laisser finalement autant la population se déplacer sur le territoire? Je pense qu'il y a une réflexion qui aurait peut-être dû être faite en amont pour éviter d'avoir à nouveau une seconde crise sanitaire sur la France. Est-ce que du coup vous envisagez, peut-être, quelle solution d'après vous peut être proposée dans un premier temps pour relever le pays de façon concrète? Est-ce qu'il y a une solution qui peut être envisagée? Ce qui est dommage déjà, c'est qu'on attend le mois de septembre pour faire un plan économique. Pourquoi attendre le mois de septembre? On pouvait dès à présent faire un plan de relance d'urgence au lieu d'attendre et on pouvait passer la loi bioéthique qui est actuellement à l'Assemblée à la rentrée et travailler dès le mois de juillet sur un plan de relance économique. Le plan de relance, quand on voit qu'il va y avoir 800 000 demandeurs d'emploi supplémentaires, qu'on a 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail et qui vont se retrouver au chômage, il y avait une anticipation à avoir, et même je pense que la loi de finances qui est passée a minimisé. On aurait pu, par exemple, exonérer de charges pendant un an pour l'emploi des jeunes de moins de 26 ans jusqu'à 4,5 SMIC. Et pourquoi le faire que jusqu'à 1,6? Ça veut dire que déjà on met de côté, je dirais, tous les jeunes qui ont fait des études supérieures. Alors que si on avait exonéré de charges pendant un an l'emploi des jeunes de moins de 26 ans jusqu'à 4,5 SMIC, on comprenait vraiment tous les jeunes, quel que soit leur niveau d'études. Ensuite, il aurait fallu mettre en place une baisse temporaire de la TVA, au moins pour l'hôtellerie et la restauration, pour pouvoir leur permettre tout ce qui est métier du tourisme, on va dire. Vous pensez que c'est des mesures qui peuvent être mises en place, ça, concrètement, dans les prochains jours? On aurait pu le faire. On aurait pu le faire sur la loi de finances rectificative. Les Républicains, on l'a proposé, et ce que je peux regretter, c'est qu'on n'a pas été écoutés. Alors qu'on aurait pu, dès la loi de finances rectificative, améliorer les choses et pouvoir essayer de relancer l'économie. D'accord. Alors que là, on va attendre maintenant une loi de relance d'urgence un plan de relance d'urgence qui va arriver, qu'au mois de septembre. Pourquoi attendre le mois de septembre? Pourquoi attendre la rentrée? Oui, c'est comme cette histoire de masque. Pourquoi attendre? Voilà, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. Très bien. Au niveau personnel et professionnel, quels sont vos objectifs à venir et quel est votre message du coup pour l'avenir? Au niveau personnel et professionnel? Oui. J'espère que l'avenir sera plus positif que ce qu'on a pu vivre en 2020. Après, je dirais qu'il faut peut-être revoir voir les choses autrement, à s'investir plus, je dirais, sur la santé. Je pense qu'aujourd'hui, on a vu que notre vie pouvait basculer en quelques jours. Donc, je pense qu'il est important de fédérer l'ensemble des pays européens sur la recherche médicale et pas que chacun reste dans son coin, qui est vraiment un échange, je dirais, européen, mais aussi international en matière de recherche, de santé publique, d'écologie, pour être plus efficace, pour être efficace ensemble. Mettre en place des mesures pour anticiper les risques. On voit que depuis ces dernières années, il y a eu de plus souvent des épidémies, des crises sanitaires, et on sait que ça risque de continuer, donc avoir une anticipation. Et puis, pour la France, je dirais relocaliser l'industrie, plus particulièrement l'industrie médicale. Je pense que c'est essentiel de pouvoir avoir ce qu'il faut directement dans le pays. On a bien vu que lorsqu'on est en crise sanitaire, il est important de relocaliser l'industrie. Et puis une autonomie agricole. Il est important qu'on puisse être en autonomie, et c'est quelque chose peut-être qu'on a oublié ces dernières années avec les échanges internationaux, mais avoir une certaine autonomie pour un pays, ça permet aussi de pouvoir garder une sécurité lorsqu'on traverse des crises. Tout à fait. Dernière question, du coup, est-ce que vous avez une devise qui vous fait avancer ou peut-être un modèle de réussite? Alors là, comme ça, j'ai du mal. Une devise qui pourrait me faire avancer. Ou peut-être une personne dans votre vie qui vous a servi de modèle à un moment donné? Ouais, je dirais qu'il y a beaucoup de personnes qui m'ont servi de modèle.
si je pouvais me référer, je me référerais plutôt, je dirais, à mes arrière-grands-parents, mon arrière-grand-mère que j'ai eu la chance de connaître, et puis à une dame qui a été ma nounou quand j'étais petite, qui étaient j'allais dire des personnes de bon sens, de sens paysan et à l'écoute des autres et en même temps dans la tolérance. Je pense qu'il faut avoir un esprit ouvert aux autres, tolérant et toujours essayer d'avancer avec son prochain, avancer avec les autres. Seul on n'avance pas, on avance quand on est plusieurs, quand on peut échanger sur des idées, quand on peut travailler ensemble. Et je dirais que c'est ce qui me tient à cœur, j'allais dire une démocratie, si on peut parler de la France, une démocratie plus participative, plus ouverte à tous, avec plus d'écoute de chacun, puisque le bon sens, chacun l'a, et chacun peut apporter sa pierre à l'édifice. Eh bien, super. On va finir sur ce beau message. On vous remercie pour cette belle interview. Et du coup, on vous souhaite beaucoup de courage et de vous rétablir, on va dire, complètement de ce Covid. Et puis voilà. Et puis on vous retrouve bientôt, du coup, sur les Alpes-Maritimes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Allongé sur le sable.